Bonjour. Salut Jean-Marc. Salut. Je sors du lit, je suis comme un épouvantail. Je C'est me suis vrai? dit, mais merde, alors que je me réjouissais de dialoguer comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, j'étais pas du tout en retard. Ouais, Ah non. c'est super. Ouais. Attends, je vais augmenter le son. Ah là là, t'as de la chance, t'es dans la nature, un peu Ouais, des arbres. je me suis mis dans le jardin. Encore un peu Hmm. frisqué, mais bon, ça va. Ouais, mais c'est joli quand même, tu vois. Ouais. Tiens, bah, je bois mon café à ta santé. Alors, je suis en train de préparer le mien. Je vais le chercher. Ouais, bah, il n'y a pas de problème parce que comme ça, on peut bouger, tu vois. Oui, oui, Ça, absolument. l'intérêt, c'est que ça permet de bouger, ouais. Bon, bah, je peux aller me coiffer. Au moins, laver les dents. J'avais complètement oublié cette histoire, alors que je trouve que c'est sympa, mais si ça débouche sur rien. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Santé. Alors, Elisabeth, on va attendre un petit peu que les arrivants arrivent. Ouais. Mais Catherine, je veux bien que tu me fasses penser. Oui, Je te confie une tâche, une mission, d'accord. au cas où j'oublie, parce que par rapport à la petite liste que j'ai envoyée hier ou ce matin, il y a du nouveau ce matin. Alors, il faudra me faire penser, si jamais j'oublie, Oui, cabaret. ok. – 11h03, on va laisser quoi, 2 minutes Ouais. Alors, il y en a un qui sera peut-être très en retard, c'est Bruno Taquels, qui est en Colombie. Oui, Donc, pour lui, ça fait 4h30 du matin. Alors, il m'a dit, je vais essayer, mais c'est pas gagné. Et toi, Catherine, tu es où? Tu es à… Alors moi, je suis à Paris. D'accord. Enfin, je suis à Paris, mais je passe un peu de temps à Montreuil avec les brigades de solidarité populaire parce qu'il y a des connexions qui sont plus simples. Mais je suis restée à Paris. Bonjour, 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 Elisabeth. Catherine. Du coup, j'ai eu le temps d'aller me coiffer parce que je sors du lit. Oh oui, c'était limite indécent. Ouais. Bah, moi, j'ai pas été me coiffer, comme ça, c'est réglé, quoi. Mais j'étais Ouais, à ouais, l'heure. mais
Bon, ouais, j'ai failli rater, quoi. Alors que je trouve ça super, même si on est très peu, même si on n'est pas, voilà, c'est très bien. Parce que moi, j'ai démarré là, j'ai juste ouvert mon ordi et je suis tombée sur le mail terrible, enfin le post terrible de Marie-May, que Jean-Marc connaît bien, Oui. qui rentre dans l'art de manière que j'aime pas, tu vois, d'une manière hyper agressive. Hmm. Mais en même temps, elle a pas tort, tu vois. Elle a pas tort. Là, je suis rapide, hein, mais je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment bizarre. Je sais pas ce que tu fais, Catherine. Tu fais du théâtre aussi? Moi, je fais plutôt, enfin, j'ai passé un peu de temps dans le théâtre et maintenant, je fais plus du cinéma, en fait. Voilà. D'accord, ouais. Donc, je Parce que suis, voilà, après, je suis engagée dans des collectifs à Paris et en Belgique, parce que je suis d'origine belge et je passe beaucoup de temps dans les deux pays. Euh, d'accord, ouais. et je suis engagée dans des collectifs, évidemment, en soutien aux migrants. Et d'une manière générale, comme tu disais à Jean-Marc, ben, l'occasion, on va dire, on va l'appeler comme ça, du confinement a été aussi de réfléchir à des coordinations plus actives au niveau européen. C'est-à-dire que moi, je trouve que d'une manière Super. chic, manque des dynamiques européennes des collectifs. On le voit dans toutes les prises de position, j'ai envie de dire, d'Eri De Luca, même de collectifs espagnols, de collectifs grecs. Ça reste généralement très fort corporatiste, donc lié à des gens qui sont dans le milieu de l'art, à des auteurs, mais d'une manière militante. Il faut généralement attendre que se traduisent des essais, se traduisent des manifestes. Or, j'ai envie de croire que le temps qu'on va essayer de mettre à profit chacun pour une mobilisation générale pourrait non pas se précipiter dans le temps, mais rendre quelque chose de l'ordre européen plus ambitieux. C'est un petit peu mon cheval de bataille, j'ai envie de dire, depuis quelques jours, et c'est pour ça que j'avais pris contact avec Jean-Marc. Voilà, c'est plus une D'accord. dimension européenne d'une ligne éditoriale européenne, tout modestement. Hein, voilà. Parce que c'est ma réalité, c'est-à-dire que moi, je suis beaucoup Ouais, ouais, bien sûr. en lien avec des Italiens et des Belges pour cette histoire. Voilà. Et moi, avec des Grecs. Tu vois, je travaille régulièrement, donc j'ai annulé. Je devais partir pour jouer fin mars et début avril au Quête chez Dimitris Alexakis Oui, et Fotili Banou. Voilà, comme ça resitue les trucs un peu. Et ce qui est fou, et eux étaient en répétition, et qu'en gros, je n'ai pas de nouvelles, tu vois, je n'ai pas de nouvelles justement sur le terrain du comment on se, parce que c'est ce que je ressens le plus, tu vois, c'est ces frontières. Alors on a nos murs. Moi, je suis dans un appartement, mais il y a les murs aussi dans la tête. Je me dis, mais comment je fais pour, parce que dorénavant, ces frontières, elles existent. Je peux plus aller là-bas. Voilà, je peux plus. Mais en même temps, je n'ai pas de lien alors que je me documente tous les jours par d'autres canaux sur ce qui se passe en Grèce, etc., etc. Mais c'est comme s'il y avait vraiment des murs immenses qui s'étaient érigés et ça me convient pas, évidemment. Ça va sans dire. Ouais. d'accord. Ouais, moi, je fais Alors, du on commence théâtre. à. Pardon, je vous coupe. Juste pour saluer les nouveaux arrivants, David, Larbi et utilisateur, Christine. Christine. Voilà. Ah bah oui, mais t'es un peu à contre-jour, je t'avais même pas reconnu. Ah bon? Ouais. Bonjour tout le monde. La voix m'a aidé à te reconnaître. Allez, je ne sais même pas comment mettre mon nom sur le bas de l'image, mais bon, c'est pas grave. Bon, On va pas perdre le temps avec ça. voilà. Puis il y a Jean-Charles qui est en train d'arriver, là, qui avait perdu le code. Bah, on commencera quand Jean-Charles sera là. On sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien pour commencer 7. Super. Ouais. Juste, Jean-Marc, il faut que tu saches que ça m'est arrivé quelques fois là, avec différents collectifs. Peut-être deux choses. C'est que Zoom, quand on commence à être plus nombreux, tu sais que ça devient payant. Donc, il faudra qu'on le sache dans un moment donné. C'est Ouais, évidemment le système le plus vertueux, on le sait au départ. La deuxième chose, c'est qu'il y a un pendant possible à Zoom qui est plus alternatif et qui est Jitsi. Je ne sais pas si les uns et les autres ah connaissent. Non, d'accord. je ne comprends pas. Voilà. Ah Non. bah, si Si tu tu veux, je peux peux, me renseigner un peu dessus. Voilà. ouais, tu peux envoyer même créer toi la prochaine session. S'il y a mieux que Zoom, tant mieux.
Et pour... Alors, je suis pas une politique, mais je sais que ça a été mis en place sur un collectif auquel je participe. Et voilà, c'est un Zoom. C'est payant quel genre de tarif, Zoom? Écoute, c'est 12 € quand l'année. Zoom, Mm. non, ce que je vais te dire, c'est que si c'est 12 € l'année, à part si tu passes, je pense, à plus de 40 ou 50 personnes conviées à une réunion, ça passe à 65 €, à ma connaissance. C'est l'incident qu'on avait eu il y a 3 semaines. Mais il faut passer à un nombre conséquent d'interlocuteurs à la réunion, quoi. De toute façon, voilà Jean-Charles qui arrive. Avant que l'on commence le comité de rédaction proprement dit, comment dire, puisqu'on est entre nous, je commençais à me poser la question, voilà, sans être trop long. L'an dernier, bon, Marie est en train d'arriver aussi. L'an dernier, j'avais lancé comme ça ce projet du cours des choses sur lequel j'ai travaillé pendant 3 mois. Et d'une certaine manière, je me dis que ce jour d'après, c'est un peu la continuité de ce projet-là, qui n'avait pas vraiment abouti. C'est-à-dire que j'étais allé jusqu'à la création du site internet. Et puis après, par manque de moyens, par fatigue, par tout un tas de choses, je me suis un peu effondré. Bon, mais j'avais lancé une souscription l'an dernier, comme ça à titre personnel pour ce projet, par Facebook. Bon, et j'étais arrivé à la moitié de ce que j'avais estimé nécessaire pour. Bref, là je me sens aujourd'hui dans un tout autre état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai pas de, je voyais que j'ai pas de projet quoi. En tout cas, j'ai pas de projet personnel. Et ce jour d'après, c'est pas, il y a pas, c'est pas un projet professionnel, il y a pas. Voilà. Pour autant, j'ai bon, et chacun sait quelle est ma situation, donc j'ai commencé à me réabonner à Mediapart, au Monde, pour pouvoir accéder à certains contenus. Il m'arrive parfois d'acheter des articles en ligne, plus bon, achat de cartouches d'imprimante, même si j'arrive à en voler de temps en temps au supermarché voisin. Mais bon, voilà, sur des choses comme ça, je dis, peut-être on aura besoin d'une petite cagnotte pour avoir ce minimum d'outils indispensables, des abonnements. Alors je pense que ça serait bien à un moment donné voilà, de lancer une petite souscription comme ça, mais j'aimerais bien que ça vienne pas de moi, ne pas le faire moi, et qu'il y ait quelqu'un qui collecte l'argent et qui le répartisse en fonction des besoins que l'on aurait communément décidé, établi. Voilà, alors Jean-Charles et Marie sont là. Donc, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Oui, Marie Jean-Charles. et José. Bonjour, bonjour. Nous avons au moins un maire parmi nous. Merci, monsieur le maire. Et il voudrait nous faire porter le chapeau en plus, mais il le porte lui-même très bien. Alors, peut-être pour commencer, un petit... on ne se connaît pas forcément. Donc, peut-être dire en 2 mots, 3 maximum, qui on est, où on est et comment on confine. Voilà. Petit tour d'horizon. Elisabeth, comme tu es en haut de mon écran. Voilà, moi j'avais commencé avant que les autres arrivent. Bon, j'ai un voisin, c'est Jean-Charles, on est à Strasbourg, je suis confinée à Strasbourg et l'essentiel de mon travail… Je confirme. Voilà, on se croise normalement à cette heure-là au marché à côté. Voilà. Exactement. Voilà. L'essentiel de mon travail, donc, c'est le théâtre. Et depuis plusieurs années, depuis 2012, en lien avec Athènes, avec le théâtre, enfin entre autres, hein, parce que je joue aussi ailleurs, un petit peu, mais de manière un peu alternative, un peu zonarde, même si j'émarge, j'essaye d'émarger sur de l'argent public, très peu, ça va sans dire. Et donc je joue régulièrement et travaille avec Athènes, un petit théâtre que certains connaissent sûrement, qui s'appelle le Quête, qui est tenu et créé, qui a été créé par Dimitris Alexakis et Fotini Banou.
Donc, nous, on devait aller y jouer un texte d'une auteure moldave sur laquelle je suis allée en Moldavie, etc. Enfin, mes liens sont très réels avec les pays hors frontières. Et, ça a été annulé très, très vite avec le confinement. Et en même temps, je faisais un travail avec des étudiants à la fac de roumain. Et on devait jouer à l'hôpital, en plus, dans une salle de l'hôpital. Donc ça a été annulé avant même la date du confinement. Et depuis ce confinement, je réfléchis parce que je suis complètement verrouillée par la fermeture des frontières. Et moi, l'idée de frontières et de local, c'est pas tellement mon truc. Je suis sur cette ouverture depuis des années. Avant, c'était avec la Russie. Et voilà. Et donc, ça m'amène à réfléchir et à travailler dans ce sens sur l'extraterritorialité, quoi. Mais c'est plus vaste que ça, mais voilà, ça suffit pour comme présentation, je pense. Merci. Merci. Jean-Charles, continue, puisque tu es le Alors, géographiquement… les Strasbourgeois parlent aux Strasbourgeois, c'est ça? Donc, moi, je suis un confiné chômeur, voilà, ancien directeur de structure culturelle et en l'occurrence d'une structure liée aux arts du cirque pendant 17 ans. Mon chômage devait se transformer en intermittence du spectacle, mais avec le confinement actuel et les annulations de l'ensemble des festivals dans lesquels je devais œuvrer me conduisent à une situation saugrenue, puisque je ne sais pas dans quelle mesure j'aurai la possibilité ou pas de retrouver ce statut précaire. Mais bon, nous verrons bien. Entre autres choses, je m'intéresse particulièrement aux questions européennes parce que c'était une de mes vocations passées dans le cadre de mes activités liées au professionnel des arts du cirque que je dirigeais. Puisque j'ai eu le plaisir de monter un certain nombre de programmes européens et de réfléchir énormément avec mes collègues européens sur la question de ce qu'on appelle une culture commune. Voilà. Qu'est-ce qui fait culture en commun? Qu'est-ce qui pose les liens, les réalités d'une culture européenne? Actuellement, je travaille en tant que compositeur de musique de film. Donc, je travaille sur 2 longs métrages actuellement, mais pareil, eu égard aux problèmes de production européenne, pour le moment, le travail est suspendu. Donc, voilà, je suis un chômeur libre de penser et de me confiner, et sympathiquement avec vous. Voilà. Ok. Qui prend la suite? Oui, je vais prendre. Alors, je suis Christine Coirot. Je parle au passé souvent pour dire ce que je fais. J'ai été chorégraphe, danseuse, j'enseigne la danse encore un peu. Enfin, j'enseignais. Là, tous les projets, évidemment, sont muets pour l'avenir. Et finalement, le confinement aidant, je me demande si je vais reprendre le flambeau. Voilà, tout simplement. Donc, je passe mon temps là. Je suis seule en Charente. Et finalement, solitude et cette situation me donne à penser que vivre moins, avec moins et vivre moins de choses aussi, c'est pas si mal. Ceci dit, je travaille énormément avec des réseaux, en particulier un réseau à Londres, et un autre réseau à Los Angeles, un autre réseau à Tokyo. On avait négocié des projets pour l'été, mais qui sont tous un petit peu remis en question. Mais on fait comme si ça allait exister. En tout cas, ça nous donne l'occasion d'échanger sur ce qu'on vit au quotidien, sur
sur les angoisses liées aux décisions politiques et puis les angoisses liées au monde social. Voilà, hier je suis sortie acheter des géraniums et franchement, l'empressement de tous les gens à reprendre leur voiture, à aller dans les magasins, ça me fait peur en fait. J'ai peur de retrouver une ambiance que j'avais un peu oubliée et j'ai pas du tout envie de ça en fait. Voilà. Et ce matin, j'étais plongée dans les écrits de Bruno Takels là en Colombie et voilà, je me sens très très concernée par les problématiques qu'il soulève et en grande empathie avec les souffrances du monde, qu'elles soient à Saint-Denis, à Pantin ou en Syrie, dans certaines zones du Japon, au Mexique, etc. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon. Oui. Ah oui, c'est une dernière chose. Je dois vous quitter à midi. Jean-Paul m'a envoyé un petit mot 5 minutes avant 11 heures, donc je n'avais pas prévu. Non, mais je pense Voilà. que c'est bien de se dire voilà à peu près jusqu'à midi, quoi. Et de Ouais, toute très façon, bien. c'est une première réunion et Parce qu'on a un micro voilà, ouvert. on aura évidemment d'autres occasions. Il faut juste ne pas parler quand les autres parlent. C'est pas bien. Voilà. Fanette Gradiva nous rejoint. Alors, Fanette, on est en train de faire un petit peu un tour de pas de table, puisqu'il n'y a pas de table, mais un tour d'horizon. David, peut-être tu veux continuer? Oui, David Roeland, moi je suis confiné sur Argenteuil, donc Où en ça? banlieue parisienne. Argenteuil, près Argenteuil. de Paris. Voilà. C'est là où il y a une dalle, non? Comment? C'est là où il y a une dalle. Oui, voilà, oui, oui. Non, ça bug. Et bon, donc je suis comédien, j'écris du théâtre, concrètement, donc je suis aussi un peu metteur en scène. Je devais créer un spectacle hier soir, voilà. Et puis je devais aussi commencer dans des écoles 6 ateliers hebdomadaires, voilà, au début mars. Enfin, je suis un petit peu en panne et je suis très heureux de venir un peu en observateur là dans ce comité de rédaction. Voilà. L'arbi? Ben, moi, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai un petit problème de micro. Très bien. Oui, Parfait. très bien. On t'entend comme si tu étais à côté. Moi, je suis autodidacte dans un tas de disciplines différentes. Je pratique l'éducation populaire depuis pas mal de temps. Là, en ce moment, depuis le 17 novembre 2018, c'est avec les Gilets jaunes. On fait pas mal de trucs, de poursuite des élus qui dilapident notre pognon. Que dire d'autre? Bon, ben, je milite dans des tas d'endroits, France Insoumise, Alternativa. Voilà, mon portrait. J'ai 73 ans, je suis à la retraite depuis pas mal de temps. J'étais intermittent du spectacle auparavant. Le metteur en scène et le plus mauvais comédien dont vous pouvez cauchemarder, et constructeur de décors. Voilà. Et tu es près de Caen, c'est ça? Oui, je suis dans la Manche. Cible nucléaire parfaite. Je suis à 80 km de la poubelle de La Hague et de Flamanville, etc. Donc, avec Alternativa, on travaille beaucoup sur la lutte antinucléaire et avec les Gilets jaunes également. Catherine? Oui, alors moi, je suis intermittent du spectacle. Je viens du théâtre, mais depuis 15 ans, je suis dans le cinéma. Je suis confinée Paris-Montreuil. Je ne suis pas vraiment confinée par personnalité, par engagement, puisque il y avait largement des manques criants à Montreuil, ce qui m'a amenée à migrer à Montreuil dans un appartement un peu plus agréable et qui avait plus de sens pour moi. Donc je suis depuis mi-mars
dans un groupe de tiers-temps engagé dans des réseaux un peu en mode autogestion à Montreuil, pour pallier un peu à tous les manques qui étaient criants depuis mi-mars. Comme j'ai rejoint en fait, j'ai joint plutôt Jean-Marc à l'appel de ces. Voilà, j'ai rejoint Jean-Marc avec un objectif un peu clair qui était de me dire que quelques heures par jour, je voulais à une espèce de mobilisation générale européenne, puisque je suis franco-belge et que je considère que c'est une occasion aussi de redynamiser un petit peu des échanges et une construction européenne. Donc, je rejoins exactement ce que disait Jean-Charles. Je suis un peu préoccupée de cette question européenne et j'aimerais centrer On t'entend plus. J'aimerais centrer mon énergie sur cette question dite de la mobilisation européenne. Voilà. Olivier? Ouais, bonjour. Moi, je suis à Paris, Ménilmontant, donc je suis plasticien. J'ai été intermittent pendant une trentaine d'années, donc après des problèmes de santé. Donc là, mon but, c'est d'essayer de vivre de ma peinture. Bon, en ce moment, donc du coup, je suis plutôt sur Internet, je mets mon boulot sur une page, j'essaie de me débrouiller. Et voilà, donc je découvre le groupe. Donc voilà, j'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Je fais Fanette? court, hein, comme ça tourne. Fanette? Allô? Oui, Fanette, tu nous entends? Oui, je vous entends, mais ça coupe pas mal. Hein. Ah. Hmm. Tu n'as pas encore la 8G? Non, j'espère que jamais nous l'aurons. Je dois me présenter ou c'est à quelqu'un d'autre? Je sais pas. C'est de commencer, tu vois, de se présenter en quelques mots, de dire ouais. qu'on ne connaît pas forcément tous. Je suis Fanette, je suis danseuse chorégraphe, je suis à la campagne, comme beaucoup, je pense, enfin comme certains. Oui, moi, mes activités, sont arrêtées aussi. Alors, moi, je connais Jean-Marc depuis longtemps. Peut-être même davantage. Comment? Peut-être même davantage. Voilà, et du coup, moi, je suis là aussi pour tenter de comprendre un peu ce qui se passe dans ce monde et puis peut-être d'y apporter, je sais pas, un peu de compréhension, un peu de… voilà, un peu de mon temps et puis, je sais pas, essayer de faire bouger les choses, quoi. Bon, j'y crois encore, mais voilà. Ok, alors… pour ma part, je peux dire en deux mots, sans avoir à me présenter, parce que c'est pas la peine, en créant le jour d'après, il s'agissait pas… Moi, ça coupe pas du tout. C'est la connexion qui ne doit pas être bonne. Moi, c'est nickel. Ouais. Ouais, ça coupe un peu, ouais, mais je sais pas. Ouais, c'est les connexions, ouais. Ouais. Fanette, toi, tu es en Auvergne, c'est ça? Oui, je suis en Haute-Loire, à Dunières. Alors là, moi, je suis présentement tout à fait en bas des Hauts-de-France, au sud du bas de l'Aisne, dans un hameau qui doit compter 100 habitants, quelque chose comme ça, qui s'appelle Mareuil-en-Dole, à 10 km de Fer-en-Tardenois, terre natale de Camille Claudel notamment, voilà, et entre Château-Thierry et Soissons. Donc, oui, je disais qu'en prenant l'initiative de ce jour d'après, il ne s'agissait absolument pas d'imaginer quoi que ce soit de programmatique. Certains font ça plus ou moins bien, mais la réflexion était plutôt de se dire, voilà, comme là on vient de le dire, avec parfois des inquiétudes sur ce que ça va être effectivement après, mais on a tous, et même quand je questionne ici mon voisinage, on a tous comme ça pour l'anecdote, c'est lorsque j'ai acheté cette vieille maison il y a 25 ans, c'était un village qui votait très majoritairement à gauche, 60% environ, plutôt Parti communiste que PS d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est 40% Front National au premier tour aux élections. Donc, y compris mon voisinage est contaminé.
Mais voilà, pour autant, ça reste des gens avec qui je peux parler. Donc tout le monde sent bien confusément que ça ne peut pas continuer comme avant. En même temps, ça fait peur parce que le jour d'après, il est inconnu. Donc, par essence, l'inconnu fait peur. Est-ce qu'on ne va pas lâcher la proie pour l'ombre? Et donc, avec quelques-uns, dont Bruno Taquels, d'ailleurs, qui va nous rejoindre s'il se réveille, parce qu'en Colombie, il est 4h30 du matin, on se dit, avec Bruno, puis aussi curieusement avec un ami de mon fils qui a 24 ans, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, peut-être, mais aussi pour que les gens, nous y inclus, on n'ait pas peur de ce jour d'après, il faut commencer à en faire le récit. Ça passe par la fable, par la fiction, par le poème, ça passe par les mots, par le langage. C'est-à-dire que voilà, c'est en faisant le récit de ce jour d'après qu'on ne connaît pas encore que peut-être on parviendra à lever certaines angoisses, certaines peurs. Parce que bien évidemment, on sait quand on voit comment est le ciel, plein de choses, que oui, ce confinement, cette mise à l'arrêt de la machine industrielle, etc., c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, on sait très bien que si on veut que ça continue et qu'on aille plus loin dedans, il va falloir que l'on renonce à certaines choses qu'on considérait comme nos libertés, fondamentales ou pas. Par exemple, pour les plus aisés, de prendre l'avion toutes les semaines. Par exemple, et quand on est moins aisé, voilà. Donc, il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. Et comment faire de ce renoncement non pas une contrainte subie, non pas un nouvel asservissement, mais au contraire quelque chose qui puisse être désiré. Zoom me prévient qu'ils ont supprimé la durée limite de 40 minutes sur la réunion de groupe. C'est sympa. Merci Zoom. On verra plus tard. Voilà, donc ça, c'était l'idée initiale du jour d'après. Quels sont les outils qui sont pour le moment en place et quels sont ceux qui pourraient voir le jour? Sachant que depuis ce matin, il y a du nouveau qui ne figurait pas dans le petit mot que j'ai envoyé hier. Donc, premier outil, la page Facebook intitulée « Le jour d'après 01 ». C'est un outil, étant entendu que, évidemment, il ne touche pas… Moi, j'ai plein d'amis, et vous aussi, j'imagine, qui ne sont pas sur Facebook. Donc, à un moment donné, il faudra réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aussi être en compagnie de ces gens-là qui ne veulent pas être sur Facebook. Mais bon, pour le moment, il y a cette page. L'intérêt de la page, c'est quoi? C'est de pouvoir regrouper, mutualiser des réflexions et des publications qui nous intéressent, de part et d'autre. Moi, par exemple, à titre personnel, comme ça, je passe beaucoup de temps chaque jour à aller glaner parmi des médias, parmi des publications, sur certaines pages Facebook. Et donc, j'y trouve des choses intéressantes. Et très vite, je garde des choses, des liens, et je ne publie pas tout, évidemment, parce que déjà, je publie trop. Et je me dis, il y a un risque d'encombrement si, au fur et à mesure, je partage tout ce que je trouve intéressant. Donc, l'idée de cette page, c'est que l'on peut tous alimenter, c'est de regrouper, de mutualiser des publications, des réflexions qui nous intéressent. Je pense qu'il serait intéressant, peut-être à partir de la semaine prochaine, de séquencer les publications sur cette page Facebook, de dire par exemple, je sais pas, 2 jours par semaine, le mardi et le vendredi, c'est le thème qui est retenu, c'est l'écologie. C'est-à-dire que si on repère un article intéressant qui a à voir avec la question écologique, on ne se précipite pas forcément pour le partager tout de suite sur sa page, sauf si c'est extrêmement important, mais on peut le garder en réserve et on peut dire voilà, ça on garde pour publier le mardi et le jeudi avec d'autres liens, d'autres publications. Et voilà, Marie nous rejoint.
C'est-à-dire constitués comme des dossiers, si tu veux, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est bon. Moi, je suis journaliste de formation et c'est pas sorcier. Simplement, c'est quoi le travail de journaliste? C'est repérer des informations, c'est observer, c'est fouiller un petit peu. Ça peut être un travail d'enquête. Ça peut, et ensuite, c'est mettre en page, donc mettre en scène. Par exemple, lorsque, et là, ça concerne chacune d'entre nous. Je disais ça hier à Fanette, quand on publie quelque chose sur sa page Facebook, si on partage un lien avec ça, je trouve que c'est extrêmement important et intéressant de pas simplement cliquer je partage et de balancer le lien, mais de prendre le C'est de le temps. commenter. Oui, de mettre un commentaire, ça peut être un mot scandaleux ou passionnant, ou d'isoler dans le Absolument. texte 2 ou 3 lignes, un extrait qui fasse que ah, on sait de quoi ça parle. Ok, donc ça déjà c'est un travail d'éditorialisation. Si on veut pousser un peu plus loin le travail d'éditorialisation, imaginons que chaque semaine, par exemple, voilà, le mardi, on fait un hebdomadaire consacré à l'écologie. Dans cet hebdomadaire, il y a 2 articles ou 3 articles principaux, une vidéo, et le reste, il y a sous forme un peu de revue de presse, une série d'articles qui sont recensés avec, comme je dis, un petit résumé de 3 lignes, le lien, et voilà. Et les gens qui veulent approfondir tel ou tel sujet peuvent cliquer. Sinon, ils savent que ça existe, ils peuvent revenir une semaine ou 15 jours après, ils savent que c'est là. Ok, donc ça, je crois que c'est un travail vraiment d'écologie mentale, d'écologie de l'attention, pour ne pas être comment dire, submergé. On est tous en ce moment submergés d'informations. À la fois, il faut s'intéresser aux masques, à la chloroquine, aux tests, aux drones, enfin, bon, voilà. Donc, ce travail d'éditorialisation, c'est un peu l'idée de ce comité de rédaction moi, j'ai créé la page, donc j'en suis pour le moment le seul administrateur, mais l'idée serait de partager cette tâche d'administration et de dire, je sais pas, en fonction de vos sujets d'intérêt principaux réciproques, je sais pas, par exemple, Fanette et Pascal, qui ne pouvait pas être là ce matin, ça va être plutôt l'écologie. Catherine, par rapport à ce qu'elle dit, ça va être plutôt l'international. Larbi, ça va être plutôt le social et l'économie, etc. Et ça veut dire qu'au sein de ce petit groupe qu'on est en train de constituer, si je repère un texte ou un sujet particulièrement intéressant touchant à l'écologie, je l'envoie à Fanette et à Pascal. Si c'est sur la culture, je l'envoie à Jean-Charles et Elisabeth, etc., etc. Donc, c'est en gros, c'est le travail que je faisais quand j'étais rédacteur en chef de Mouvement. Le travail de rédacteur en chef, c'est quoi? C'est 90% de travail de main dans le cambouis, de secrétariat, de lire les mails. À la fin, je recevais 800 mails par jour à Mouvement. Et je ne laissais jamais un mail, un tant soit peu personnalisé, sans réponse, plus de 48 heures. Dès que je voyais arriver un sujet, il y avait des responsables de rubriques, même si le mouvement se disait indisciplinaire, bon, la musique, c'était plutôt David Sanson, le théâtre, plutôt. Donc, dès que je voyais arriver une information qui me semblait intéressante, hop, je transmettais aussitôt aux personnes en charge ou plutôt compétentes en matière de musique, d'art visuel, etc., etc. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et c'est pas quelque chose, ça ne doit pas vous faire peur, c'est pas quelque chose on n'est pas là en train de faire une revue professionnelle, donc c'est pas, il s'agit pas d'être, d'être journaliste, mais amateur, c'est-à-dire, et c'est pas si chronophage que ça. Ça permet même de gagner du temps parce qu'on va focaliser son attention sur tel ou tel domaine. Pardon, je continue un petit peu et puis peut-être s'il y a des questions, on peut les garder pour la fin. Le deuxième outil qui a été mis en place, c'est ce blog sur Mediapart au jour d'après, qui est provisoire. C'est-à-dire que peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, un mois,
quelqu'un parmi nous proposera, dire, ah non, mais ça serait vraiment intéressant de ne pas dépendre de Mediapart, parce que Mediapart, ils rendent visible ce qu'ils veulent bien, et des fois, je suis un peu étonné. Par exemple, aucun des 2 textes de Maffesoli, qui sont pourtant, je trouve, quand même importants, n'ont été mis en avant. Donc, ça veut dire que quand il y a beaucoup de blogs sur Mediapart, quand un article de blog n'est pas rendu visible par Mediapart, il y a quoi? Il y a 3 personnes qui le lisent, quoi. Donc, peut-être que dans 15 jours ou 3 semaines, on se dira, ou quelqu'un qui va arriver dans le groupe dira, ah, mais moi, je suis en capacité de créer un blog ou un site internet. Et Jean-Marc, ce sera une proposition que je vous ferai, parce que j'ai les mains dans le cambouis sur. C'est une proposition que je pourrais vous faire sur des plateformes libres qui sont, par exemple, Wix, sur lesquelles j'ai déjà travaillé et qui sont très très simples à mettre en œuvre. Je sais. Sur le mode d'un site avec agrégateur de blog. Voilà, donc ça, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Site, attends, et ça bug. La mise en œuvre technique est pas compliquée. Ce qui est plus compliqué, ce qui requiert du temps, c'est ensuite tout le travail éditorial. C'est-à-dire que… Oui, bien sûr. Oui, mais ça n'empêche pas, effectivement, la technique est une chose, le travail éditorial ne change pas, que ce soit sur la page Facebook ou sur le blog Mediapart actuellement. Si cette organisation du comité de rédaction se passe convenablement et permet effectivement de séquencer les dossiers, la régularité du travail, etc., peu importe la technique, si on ouvre un site internet, ce sera du même ordre. Et on peut tout à fait garder le blog Mediapart, qui permet de donner une visibilité bien sûr via Mediapart. Absolument. De garder sur Mediapart que les articles les plus intéressants, les plus importants. Voilà. Après ce travail-là, bon, moi je le fais jusqu'à présent tout seul, mais là aussi ça peut être partagé. C'est-à-dire que ce matin, par exemple, je reçois un texte le jour d'après, reçois un texte de Jeanne Poitvin qui va peut-être me rejoindre. Bon, je trouve le texte absolument formidable, mais je me dis, ah, mais il y a 2 ou 3 tournures, il y a 2 ou 3 phrases, ça pourrait être corrigé. Voilà. Et puis après, une fois qu'on est d'accord sur le texte, il faut choisir une photo pour que ça ait plus d'impact sur Mediapart. Je trouve que c'est bien aussi, ça renseigne autrement. Il faut mettre un titre, et puis après, techniquement, c'est pas bien compliqué, mais il faut le rentrer sur la homepage du blog. C'est terrible. Bah, Elisabeth, il y a un oiseau qui est rentré dans le… Un pigeon, c'est horrible. Ça fait 2 jours que c'est comme ça, il y a des pigeons qui rentrent. Non, mais je crois que ça y est, on reprend nos droits, il se croit tout permis. À mon avis, il faut qu'on invente des gestes barrières contre les pigeons. Et je ne sais pas comment faire. Ouais. Donc voilà, ce travail sur Mediapart, c'est pareil, si on se le partage, donc là aussi, il y a des codes d'accès au blog. Si vous n'êtes pas abonné à Mediapart, d'ailleurs, je peux le donner. L'Arbis, on est servi l'autre jour. Voilà, moi, j'ai payé l'abonnement, mais tout un chacun peut en profiter, y compris pour éditer sur le blog de Mediapart. Techniquement, c'est pas très compliqué. Ça prend un peu de temps. Il faut compter un quart d'heure, 20 minutes par texte. Voilà. Mais donc voilà, ça, c'est les outils qui existent actuellement. Très vite, des outils auxquels j'ai commencé à penser. Donc, il y en a un auquel j'ai pensé dès le début, mais là, c'est pas le moment encore d'en parler. Ce serait le moment venu de pouvoir éditer en papier une brochure ou un recueil qui reprennent certains des textes parus sur le blog. Parce que, bon, quand on lit un article sur un blog, voilà, on peut garder, on peut l'imprimer, mais enfin, ça a une temporalité quand même très limitée. Et je pense que certains textes, le texte de Van Eghem, par exemple, on peut le relire dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, il aura toujours la même valeur. Donc, il y a cette idée, voilà, il y a cette idée plus tard peut-être d'un recueil, livre ou autre. Et puis, autre outil auquel je commence à penser, je ne suis pas très doué pour ça, mais je l'avais fait pour le cours des choses, ce serait de créer une chaîne YouTube, par exemple, ou Vimeo, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et, pardon, je reviens juste sur le blog Mediapart. Sentez-vous absolument libre
pour, si vous avez, vous, dans vos carnets d'adresses respectifs, des contacts de gens, ça peut être des gens connus ou des gens de la moyenne, comme disait Colette Magny, qui pourraient avoir envie d'écrire pour ce blog, voilà, faites-le. Bien sûr. Donc, cette chaîne YouTube ou autre, l'idée serait de faire des petits entretiens. Alors, ça peut être soit des petites conférences, des lectures, ou des petits entretiens. Je vais essayer d'en faire un la semaine prochaine avec le directeur du théâtre de la ville sur la question de la culture. Mais voilà, ça peut être, donc ça aussi, chacun peut dire, bah tiens, moi j'aurais bien envie d'une conversation passionnante avec un tel ou il y a quelqu'un que j'aimerais bien, avec qui j'aimerais bien discuter à propos du jour d'après. Voilà, je fais comme on fait là, en Zoom, on peut enregistrer et ça fait un petit, sans aucun montage, rien, ça fait un petit entretien de 20 minutes ou 30 minutes, voilà. Et ça, je pense que ça peut être aussi vraiment intéressant de se servir de l'image. Dernier outil, donc voilà, puis après j'arrête. Donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'ai eu ce matin un coup de fil je ne peux pas dire encore qui précisément, d'un directeur de scène nationale qui est allé voir sur le blog du jour d'après et qui propose de faire ce qu'il appelle, et je trouve, moi l'idée me plaît, un cabaret du jour d'après. C'est-à-dire, en ouverture de saison, de prendre simplement les textes, ceux qui ont déjà été déposés sur le blog, d'autres vont arriver, d'en faire éventuellement une sélection, un montage, et de faire une soirée cabaret avec des acteurs professionnels ou des gens du coin qui se relaient pour lire tout ou partie de ces textes, et ensuite c'est suivi d'un débat. Et l'idée me plaît bien. C'est-à-dire comment, finalement, c'est une forme en soi. Donc, voilà, comment on peut passer de la forme écrite à la forme orale, puis à l'agora. Voilà, et on pourrait faire la première, par exemple, de ce cabaret dans une capitale culturelle de l'Occitanie qui s'appelle Seine-Monestier. Par rapport à ça, Jean-Marc, j'ai oublié de dire que moi, depuis 6 ans, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Carnaval Cannibale et qui relance l'idée des carnavals sauvages au niveau, on va dire, national et au niveau international. Et qu'on réfléchit aussi évidemment Carnaval Cannibale. Carnaval. Non, j'entends pas tout. Carnaval Cannibale. Voilà, d'accord. Ça s'appelle Carnaval Cannibale et ça veut dire qu'épisodiquement, dans la longue période de carnaval, qui est, on va dire, de début novembre jusqu'à fin avril, on fait toutes sortes de soirées en mode sainte fête qu'on a fait à Montreuil. On en a fait 3 jusqu'au confinement, pardon. Et on a des antennes justement en Occitanie, à Naples, à Lisbonne, dans le sud du Portugal. Et c'est une manière aussi d'investir l'espace public. Et c'est à la fois partagé par des comédiens, des musiciens, des scénographes professionnels qui donnent leur temps tout à fait bénévolement pour ce genre de choses. Le dernier cabaret, puisque je fais allusion à ça, Jean-Marc, c'était début février dans un café absolument fou à Montreuil qui mérite d'être connu et qu'on va continuer à développer. Voilà. Pour faire un écho à ton idée de cabaret. Pardon Isabelle, ce que tu dis, Catherine, ce que tu dis me fait penser à quelque chose de très important, c'est-à-dire que bon, c'est une des choses qu'on se disait à l'époque du cours des choses. On peut, c'est désolé, on peut dire, on va droit dans le mur, on peut écrire comme Langloff a fait sur l'état de la culture institutionnelle, etc. Mais en même temps, il y a plein de choses absolument formidables, parfois à micro-échelle, qui se déroulent ici ou là, et y compris à l'international. Et je trouve que ce serait intéressant que ce jour d'après serve aussi à faire, en quelque sorte, guide des ressources. C'est-à-dire qu'on documente au fur et à mesure. Donc là, par exemple, sur la culture, ok,
au pluriel, les scènes nationales, ça ne va pas, les centres dramatiques, ça ne va pas. Et si on se met tous à dire, mais ouais, mais il y a eu ça, les trucs qu'on a en tête, des initiatives comme celle que tu viens de mentionner, parce que toutes ces initiatives manifestent un savoir-faire extraordinaire, mais il y a un défaut qui est celui du faire savoir. Et donc, comment on peut, nous, déjà commencer qui est celui du, pardon, du faire savoir. J'ai pas entendu. Du faire savoir, pardon, oui. Voilà, il y a plein d'initiatives extrêmement intéressantes qu'on ne connaît pas, en fait. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette initiative que je trouve a priori intéressante. Donc, essayons nous de coaliser déjà, de faire circuler aussi l'information et de dire, voilà, ça peut être un objectif aussi le jour d'après. On se met ensemble pour collecter toutes les bonnes pratiques, toutes les initiatives qui, justement, qui montrent que c'est possible de faire autrement et que ça marche en plus. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va gagner l'opinion publique. C'est en montrant par l'exemple qu'on peut cultiver son jardin différemment, qu'on n'a pas besoin de pesticides et qu'on peut donc organiser dans un village, dans un hameau, un festival ou pas un cabaret ou quelque chose qui a du sens en tout cas. C'est montrer par l'exemple que le fatal n'est pas certain. Est-ce que sur ce que j'ai présenté là jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Moi, je serais intéressé éventuellement. Par contre, mes sujets, ce serait plus sur l'artiste, la position de l'artiste, éventuellement de l'intermittent, autour de l'art plutôt. Parce que l'écologie, bon, comme tout le monde, ça m'intéresse, mais moi, mon quartier, tout le monde jette partout dans la rue les déchets. Enfin bon, quand je vais sur la plage, je ramasse les ordures. Donc déjà, parler de ça, ça m'énerve d'avance. Donc je serais plus concerné par la question de l'art. Et j'ai 2 textes potentiels, pas trop longs. Un qui n'est pas de moi, je me souviens plus du nom, qui est une question. C'est un texte un peu polémique que je trouve qui pose question. Puis moi, j'ai un texte qui était un tract que j'avais écrit à une certaine époque concernant le milieu de l'art, des arts plastiques en général. Voilà. Par rapport à ce que tu dis, Olivier, je pense qu'à l'issue de cette visioconfidence, comme je disais, dans l'après-midi ou demain matin, on peut continuer par mail, donc puisque j'ai les mails de tout le monde, donc on va faire un petit mail groupé pour récapituler, puis dire voilà, par thème, qui a envie de suivre plutôt les questions écologiques, plutôt les questions internationales, plutôt les questions culturelles, puis on peut continuer à travailler comme ça par mail et dire une fois par semaine, on se fait un petit comité de rédaction pour faire le point sur ce qu'on n'aura pas dit par mail. D'accord, les sujets. Il y a quelqu'un qui essaie de se connecter, mais… Alors, Marie et José, on ne vous a pas entendu jusqu'à présent, donc voilà. Oui, mais en fait, on est vraiment désolé. On est arrivé en retard. On a un gros problème de son. Il fallait juste que je change une petite manette ridicule et se connecter sur Internet et non pas sur là où j'étais. Et voilà, donc désolé. Oui, nous sommes Marie et José. Voilà. Et on vous écoute, en fait. Là, pour le coup, on est en auditeur libre. Et on est artistes tous les deux. Voilà. Personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait. Ben oui. Je danse et il peint. Alors, bon, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je veux bien faire part de quelques réflexions sur sur quelques-uns des chantiers qui m'occupent en ce moment. Et sur lesquels j'ai un peu commencé à travailler, mais je pense que c'est bien si on peut s'y mettre à plusieurs. D'abord, on n'est pas si vieux que ça, mais on n'est plus si jeune. Et une des questions que je me pose, parce que, comment dire, dans les textes qui ont circulé, bon, Edgar Morin, 99 ans, Mathias Langhoff, 79 ans, etc. Et tous ces textes sont commentés par des gens, par des seniors,
on va dire. Et je lui dis, mais ils sont où les jeunes? Et donc, j'ai commencé non, pas le repas. Là. J'ai commencé tout juste comme ça une petite enquête, c'est un travail d'enquête. Je me suis dit, mais tiens, parmi donc, mon fils aîné, qui a fait Polytechnique et qui a choisi d'être jardinier, qui est militant Extinction Rébellion, donc lui-même, il a partagé par exemple le texte de Van Eghem. Mais je suis allé voir sur sa page Facebook, puisqu'on a mis Facebook, et j'ai commencé à voir ses amis. Donc, ils ont son âge. Qu'est-ce qu'il publie sur Facebook? Et là, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ça ressemble pas du tout à ce que nous, on publie. Et là, c'est-à-dire, comment? c'est-à-dire, comment tu qualifierais ce qui est publié? Bah, en gros, je pourrais le dire autrement. Par exemple, je suis allé voir aussi ce que publient les petits jeunes. J'entends plus. Je suis allé voir ce que publient les petits jeunes qui ont repris Mouvement. Et là, il y a deux choses comme ça pour le dire un peu abruptement. Un, la politique, c'est cacaboudin. Donc, on ne s'y intéresse pas. Deux, encore 10 minutes. Deux, la pensée, c'est prise de tête. Ouais, non, mais ça. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Jean-Marc. Je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, je vois, moi, je suis en contact avec beaucoup de jeunes et j'ai une fille qui est dans le théâtre et son copain est musicien. Ils ont 35 ans, etc. Mais il y a l'influence très, très forte de la pensée de Bruno Latour. Et en fait, il publie principalement autour de Bruno Latour. Et qui est comme un maître à penser, parce qu'il y a eu aussi ce truc de sciences politiques. Tu vois, c'est la même mouvance que Philippe Ken. Et c'est pas du tout inintéressant. Mais c'est vrai que ça se concentre beaucoup sur l'écologie, etc., mais pas du tout sur la pensée, parce que nous, notre histoire, comme nous, elle a été, enfin moi en tout cas, politique. Tu vois, c'est-à-dire, enfin, ils sont complètement, il n'y a pas d'histoire politique en fait. C'est comme si le monde n'existait pas avant eux, tu vois. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ce truc de Bruno Latour et de l'emprise qu'il a et qui est vraiment intéressante. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Mais par exemple, Raoul Van Eghem, ça ne leur dit rien. C'est clair que ça ne leur dit rien. Et le copain de ma fille vient de faire un spectacle de musique à partir de la mémoire de son grand-père d'ouvrier chez Peugeot, sur les luttes syndicales de mai 68. Donc les jonctions, elles sont hyper rapides. Mais c'est effectivement les connexions humaines qu'on a. Moi, par exemple, ce matin, j'aurais dû inviter des jeunes. J'aurais pu et ils auraient été hyper intéressés. Moi, je n'y ai pas pensé. Tu vois, j'aurais pu inviter la jeune comédienne avec qui je travaille, qui est franco-turque. Donc, il y a une double expérience qui sort de l'école du TNS. Donc, il y a l'expérience et d'ici et de ce qui se passe en Turquie. C'est moi qui n'y ai pas pensé. Je pense que c'est pas aussi. C'est nous qui devons déverrouiller et inviter, en fait. Oui, mais ce que tu dis n'est pas du tout incompatible avec ce que je dis. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, hein, les jeunes, c'est des petits cons, etc. Non. Non, je sais que c'est pas ça. Ouais. Mais mon fils, par exemple, tu vois, je dois dire que c'est même lui qui m'a conscientisé au-delà de ce que j'étais déjà sur les questions de réchauffement climatique, mais au-delà sur la biodiversité, sur la destruction des sols, etc. Donc, tu vois, mais lui, par exemple, dès le début, je lui dis, bah, tu vois, le jour d'après, Antonin, il est dans une colloque, ils sont 9, il est formidable que tu fasses une soirée autour du jour d'après, et puis vous faites un atelier d'écriture collectif. Bon, je dis oui. Et alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas porter un jugement de valeur, c'est juste s'interroger sur, parce qu'il y a une coupure générationnelle, qu'on le veuille ou non, et qu'on peut comprendre. Quand je dis la politique, c'est cacaboudin, bah oui, tu vois, la politique que les jeunes de 20-25 ans trouvent n'est pas la même que celle à laquelle nous, on était confrontés, même dans les années 80. Donc, et je comprends parfaitement, je dis, moi, si j'avais 25 ans aujourd'hui, c'est peut-être pas, tu vois, la politique, ça me semblerait
Vraiment. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'éducation politique. Oui. Quand on voit de jeunes élus aujourd'hui qui n'ont, comme vous le disiez, aucune idée de ce qu'est l'histoire politique française d'abord, et puis européenne, et puis mondiale, c'est désespérant parce que de jeunes députés La République En Marche qui sortent conneries après conneries, c'est simplement un problème d'éducation politique. Voilà, et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils disent, aucune. Et tout passe. C'est pas Et que tout passe. l'éducation politique au sens où tu le dis, c'est-à-dire que tu vois dans une conversation, j'ai pu récemment, là, bon, revenait le nom de Jacques Ralite. Moi, je me souviens de moments où j'étais à côté de Jacques Ralite, notamment un débat au Festival d'Avignon où il arrivait avec un paquet de feuilles comme ça, avec plein de citations, etc. Il y avait le vent, le Mistral, je lui tenais les feuilles à côté, et pendant une demi-heure, il n'a pas eu besoin des feuilles parce qu'il avait tout en tête. C'est-à-dire, et quand Ralite parlait au Sénat et qui citait Char, Camus, etc. de mémoire, tu avais tous les sénateurs, même de droite, qui à la fin applaudissaient. Bon, quels sont les politiques aujourd'hui, de droite comme de gauche ou écolo, qui ont cette culture-là, ce sens du verbe? Il n'y en a pratiquement plus. Taubira, oui, Taubira, mais combien? Donc ça, pour moi, c'est la culture, elle est culture politique, si elle n'est pas en même temps littéraire, poétique, etc. Mais je reviens sur un fondamental, et tu as bien raison de le préciser. Le politique, c'est l'agrégation du monde, c'est-à-dire de toutes les composantes du monde. C'est-à-dire, c'est de l'érudition qui passe par la littérature, par l'art, par le spectacle vivant, par la poésie et la musique. Quoi qu'on en dise. Et donc, enfin, j'en sais juste ça comme ça. Qu'on se mette à l'affût de dire tiens, mais c'est comment les plus jeunes que nous ils réagissent par rapport à cette actualité au jour d'après, et comment on peut essayer d'instaurer effectivement des passerelles, quoi. Je crois que c'est facile. Je crois que enfin, pour des gens qui sont dans le théâtre, c'est extrêmement facile puisqu'on est en lien. C'est à nous, enfin à moi par exemple aussi, de déverrouiller. Je me dis, pourquoi je n'ai pas invité X personnes qui sont des jeunes, parce qu'ils ont été canalisés par les écoles d'art. Si tu leur parles de Walter Benjamin, ils connaissent par cœur, tu vois. Si tu leur parles du situationnisme, ils connaissent par cœur, mais de manière esthétique. Pas de manière, le corps n'a pas été engagé dans la lutte comme nous, on a pu l'être. Tu vois, ils en parlent de manière purement intellectuelle, mais moi, de manière… j'ai une expérience un peu contraire, c'est-à-dire que j'ai enseigné pendant 1 an à l'ENSAD, École nationale supérieure des arts décoratifs. Bon, évidemment, ils connaissaient le Bauhaus, mais danse du Bauhaus, Schlemmer, composition scénique de Kandinsky, ils n'avaient jamais entendu parler. Mais il y a encore une pire que ça, les 2 années où j'ai enseigné à l'ISEAC, une école supérieure en management de la culture, où j'ai remplacé au pied levé un ami, donc j'ai dit, moi, qu'est-ce que je vais parler de la danse. Il y avait une cinquantaine d'étudiants en 2e et 3e année. Et je leur dis, bon, ben, voilà, pour savoir un petit peu comment je vais aborder le sujet, je vais faire un petit test. Qui parmi vous connaît, je ne les ai pas avoir vu, parmi vous connaît le nom de Maurice Béjart? Sur la cinquantaine d'étudiants, 4. Qui connaît parmi vous connaît le nom de Merce Cunningham? 2. Qui parmi vous connaît le nom de Pina Bausch? 2, les mêmes. Et là, tu dis, c'est ces gens-là qui sont formés au management de la culture, qui aujourd'hui sont en train de nous dire comment il faut faire, c'est quoi votre modèle économique, etc. Mais ils ne connaissent rien. Je suis d'accord, mais toi, tu leur as transmis, en fait. Oui. Ton rôle, c'était de leur transmettre, et c'est ce que tu as fait. C'est normal. Moi, à 20 ans ou 25 ans, je ne connaissais rien. Non, mais évidemment, je ne leur en veux pas. Effectivement, c'est l'enseignement. Voilà, c'est de l'enseignement. Ouais. Ben oui, c'est normal. L'autre question qui est fondamentale et qui rejoint totalement finalement la volonté de faire trace dans le jour d'après, c'est de témoigner et d'être un témoin actif au sens de la critique, de l'analyse critique. Je fais une toute petite parenthèse. J'ai enseigné pendant 2 ans à l'IEP de Strasbourg. J'étais absolument halluciné de l'incapacité de synthétiser et de critiquer
pour des jeunes gens qui étaient à l'IEP, donc en Sciences Po, amenés à faire des études qui leur ouvrent des portes absolument extraordinaires, notamment les portes d'une forme de pouvoir. Une forme de pouvoir. Je ne qualifie pas le pouvoir en question, mais la manière de réfléchir et de penser les choses était désespérante, absolument désespérante. Donc la question qui se repose par rapport au jour d'après et par rapport au dossier et par rapport à ce qui va nous concerner dans le mode éditorial qui sera le nôtre, c'est d'ouvrir des rubriques sur la question du politique et sur la question de l'éducation. Parce que ce sont deux choses fondamentales pour la suite des aventures, me semble-t-il. Si je peux me permettre, je crois que je suis... j'ai l'impression que je suis la plus jeune, si je ne me trompe pas. Je ne partage pas tout à fait votre analyse sur la question qui est que soit marquée cette histoire de séparation forte générationnelle. Par exemple, j'ai partagé, et Jean-Marc, tu as raison, je vais le commenter. Ce matin, un article d'Alain Damasio qui s'appelle Coronavigation. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ouais. Je le trouve vraiment intéressant. Je vous souhaite de le lire. Ou je peux le partager à Jean-Marc et tu feras circuler aux camarades. Ça représente 9 pages. J'ai l'impression que, pour le parler par exemple de la question de l'habitat, on est énormément, avant le corona, à être dans des modes d'habitat participatifs, intergénérationnels, et qui, pour le coup, créent a fortiori des rapports poreux entre les gens. Et Elisabeth, tu disais, on est quand même un peu formaté en France pour être éduqué à des choses qui sont quand même toujours spécialisantes et donc focalisantes. Or, j'ai l'impression que cette période de confinement permet aux gens de s'obliger à se dégager du temps pour être critiques, pour repenser leur manière d'être au niveau générationnel, pour ne pas reprendre toutes les questions d'ordre écologique ou de la consommation ou quoi, et que par exemple dans le réseau dans lequel je suis impliquée à Montreuil, les premiers réflexes avant publication, avant mise en garde journalistique, ça a été d'aller vers les personnes seules et âgées. Et qui a remis une sollicitation à ça, un peu peut-être par curiosité, on ne peut pas présager de ce qui motivait les personnes, c'était des gens très jeunes qui allaient vers des gens très âgés. C'est juste, oui. Donc ça, je le dis parce que moi, j'ai très peu une place à l'ordre de la planification et de la coordination dans le réseau, et c'était éloquent. La question, enfin, pour terminer, ça va un peu dans tous les sens, je n'ai jamais vu autant de personnes dans mon entourage qui s'intéressaient à la philosophie. Et j'ai eu, à titre, effectivement, moi j'ai très peu de copains sur Facebook qui sont tous majoritairement pas branchés là-dessus. Les gens se sont beaucoup, dans mon entourage, remis à lire de la philosophie et des grands penseurs. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, voilà, moi j'ai 42 ans, j'étais plutôt rassurée que des gens se remettent à lire des livres, pas des articles, se remettent à penser le monde, et donc peut-être à philosopher, et que c'est plutôt réjouissant. Ça fait partie évidemment des gens qui avaient le privilège de se mettre à penser ça à ce moment-là, on est bien d'accord. Donc, du coup, je voulais mettre un bémol sur la question que oui, on lit encore des vieux, oui, on lit encore des gens morts, et que oui, ça repose peut-être la question de comment on appréhende le monde à l'heure où on le consomme beaucoup. Je voudrais dire quelque chose à propos de ce que j'ai entendu. Voilà, moi, je fais de l'éducation populaire. Et les gens à qui je m'adresse, qui sont des gilets jaunes la plupart du temps, des gens de France Insoumise qui font partie, eux, d'une catégorie sociale un peu plus éduquée, un peu plus cultivée. Les gens à qui je m'adresse, donc, sont des gens qui ont été élevés comme des producteurs-consommateurs. Donc, ils n'ont pas tellement accès à la pensée autonome. C'est-à-dire qu'ils ont du prêt-à-penser, ils apprennent que la terreur, Robespierre, c'est épouvantable, etc. Enfin,
les programmes scolaires étant édités par les ministères, il est bien sûr qu'on ne va pas développer un sentiment d'autonomie dans la pensée par l'intermédiaire de l'éducation nationale. Donc, je pense que tout ce que j'ai entendu tourne autour d'une petite catégorie de personnes, dont je fais partie, hein, dont vous faites partie, qui sommes relativement éduqués. Et on a à s'adresser aux gens qui le sont moins. Nous, on arrive à marcher au même pas que Damasio, par exemple. Par contre, les gens à qui je m'adresse, avec qui j'ai des conversations, sont des gens qui ne connaissent même pas ce nom de Damasio. Et donc, nous, on tourne dans un petit cercle. Les gens qui nous entourent, etc. Bon, c'est sûr qu'ils font partie de notre famille intellectuelle, famille de pensée. Je crois qu'on a à s'adresser avant tout à la majorité de la population, c'est-à-dire aller les retrouver. Moi, j'ai été emballé par le mouvement des Gilets jaunes parce que je me suis dit que c'était une révolte inexpliquée par eux-mêmes et quasiment inexplicable par nous, par les éduqués. Et ce qui m'a intéressé chez ces gens-là, c'est qu'ils étaient tendus vers un pouvoir de connaissance, un pouvoir de savoir. Et c'est pour ça que je suis intervenu, moi, avec l'éducation populaire, où je ne pose que des questions qui sont souvent clivantes, en les laissant répondre. Et on dit que, tout à l'heure, Jean-Marc disait que dans son petit village, ça votait majoritairement maintenant en Front National. Moi, j'ai remarqué chez nous, ça se gauchit de plus en plus. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se tourner vers les gens qui pensent comme nous, on a à marcher au même pas qu'eux. On va trop vite, très souvent. Je vois des missionnaires, mais un missionnaire, s'il n'est pas accompagné d'un fusil, il n'arrive pas à convaincre. Donc, on n'a pas à être missionnaire. Là, je laisse. Et ce que tu dis, tu vois, je me dis du coup, cette proposition dont j'ai fait état tout à l'heure, d'un cabaret du jour d'après, tu vois, c'est une manière de quelque chose qui est mis en bouche, qui est dans l'oralité. Tu peux même des poèmes, même alors à condition de ne pas aller uniquement dans les salles consacrées où le prix de place est à 25 €, mais c'est un petit événement qui ne coûte absolument rien, parce qu'à la limite, il y a une base de texte. Et il suffit de réunir des gens qui même n'ont pas besoin d'être professionnels et qui vont s'approprier ces textes, tu vois. C'est ce qu'on fait, hein. Voilà. C'est-à-dire que le 12 mai, on se réunit tous, on est à peu près 800 sympathisants dans le département de la Manche. On se réunit tous à une distance respectable, donc ça va être assez marrant de voir plein de gens tous séparés avec les gestes barrières, et sur ce qu'on appelle la plage verte, ici à Saint-Lô. Et comme on édite une gazette tous les 15 jours, chacun de nous fait des textes, fait un texte, et puis bon, ces textes-là, on va les lire. Ouais, donc on tombe dans ce cabaret, mais ce ne seront pas des textes, ce ne sera pas obligatoirement un texte littéraire. Ça peut être également un texte avec des fautes de français, avec une liberté d'expression, pour que les gens qui n'osaient pas parler se mettent à parler, et parler avec leur pensée, avec leur voix. La question que tu soulèves là, elle est fondamentale, c'est celle de l'autorité, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est auteur, et comment se sent-on ou non autorisé à ceci ou à cela. C'est dans cette direction qu'on essaie d'aller. On est deux à pratiquer cette éducation populaire dans notre groupe, et on va dans cette direction, c'est-à-dire qu'on n'est pas les intelligents. On est à égalité d'intelligence, avec peut-être un petit peu de retard dans l'évocation de ce qu'on pense par rapport
un intellectuel, un philosophe. Quand je vois que des gens se mettent à lire, puisque auparavant ils ne lisaient que l'almanach des vides-greniers, hein, c'était le seul livre qu'il y avait. Et maintenant, on a ce qu'on appelle dans nos réunions hebdomadaires, d'avant le confinement, on avait notre quart d'heure apostrophe, où chacun arrivait avec un petit bouquin. Ça pouvait être Martine à la ferme, ou ça pouvait être n'importe quoi, mais c'était formidable de voir des gens qui se remettaient à bouquiner. Hein. Et où j'ai été surpris, là, on a des conversations téléphoniques au sujet des luttes de classe en France au XXIe siècle. Emmanuel Todd, hein, ça c'est formidable. Alors, c'est en allant les voir, parce que si on reste entre nous, on n'avancera pas, on arrivera toujours à voter pour le moins pire. Yes. Voilà. Ça, si je peux me permettre, on n'a pas pris beaucoup la parole parce qu'on est arrivé en retard et j'imagine que vous vous êtes tous présentés, vous vous connaissez, nous on ne vous connaît pas, donc Jean-Marc en fait. Et ce que je viens d'entendre me parle beaucoup. Après, peut-être je me propose parce que je vais peut-être vous écrire un mail à tous pour vous dire un petit peu, je parle pour moi du coup, qui je suis, ce que j'ai fait, comment j'ai travaillé dans ma vie, puisque je suis quand même vieille, hein, j'ai bientôt 69 ans. Et tout ce que j'entends là me passionne en réalité parce que j'ai l'impression que je suis passée par là. J'ai passé 15 ans de ma vie à travailler avec un monsieur qui s'appelle Guy Alouchery dans le Nord-Pas-de-Calais et j'ai travaillé dans le bassin minier sur un site minier qui s'appelle la base 11-19. Et je peux vous dire juste par rapport à ce que j'entends, par rapport à la culture, par rapport à l'éducation populaire, par rapport à la philosophie, par rapport au théâtre et tout, c'est absolument passionnant et c'est politique justement pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure et c'est absolument passionnant. Je me dis que toutes ces forces-là, elles sont très précieuses et pour en revenir au bassin minier et là où j'ai travaillé dans une grande salle des pendus, ma première répétition, c'était avec du cirque en fait. Et on rentre dans la salle des pendus, c'est immense, il y a un plancher qui a été mis. Mais là, on se dit d'un seul coup que nous, on va être complètement aérien, on travaillait le cirque, je vais faire des danses et tout, patin tout fin. Mais on se retrouve au-dessus d'un monde chtonien au sens que par 1000 mètres sous terre, il y avait des gars qui étaient au fond. Et ça m'a tellement remis les pendules à l'heure quant à l'art, quant à la notion d'art. Je me suis dit, mais oui, c'est très émotionnel hein, ce que je vous dis. Mais ça m'a littéralement changé ma façon de voir et de vivre l'art de la danse, hein, parce que je suis chorégraphe. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Comme quoi, je suis très, très touchée par ce que j'entends, en fait. Voilà. Alors, je vais me permettre d'intervenir, d'une part pour dire à titre personnel, la préparation du repas m'appelle sous très peu. Ouais, moi aussi. Et donc, juste peut-être pour finir pour aujourd'hui, puis encore une fois on continue par mail. Alors, je fais une petite parenthèse avant de revenir sur ce que vient de dire Marie. Par rapport principalement au blog, je dirais Mediapart, mais pas seulement, le blog, je l'ai sous-titré « Atelier d'écriture au pluriel, en voix mêlée du tout monde ». Donc, l'atelier d'écriture, il fonctionne. En voix mêlée, oui, parce qu'il y a à la fois Van Eghem, Maffesoli et Larbi. Voilà, c'est-à-dire que c'est une sorte d'égalité des voix, quoi. Il n'y a pas de statut plus important parce que Maffesoli serait professeur au Collège de France, je ne sais pas quoi, et Larbi, gilet jaune. Donc, par contre, le tout monde, on ne l'a pas encore. À part les textes de Bruno depuis la Colombie, etc. Mais donc, parmi les contacts qu'on peut avoir les uns les autres, je trouve que si on pouvait soit si des choses qu'on lit, par exemple par rapport à la Grèce, tu vois, ou des contacts que l'on a, qu'on peut susciter. Christine, tu disais, contacts que tu as gardés au Japon, au Mexique, etc. C'est-à-dire qu'on ne soit pas, voilà, qu'on sorte aussi du confinement franco-français. Parce que le jour d'après, il sera planétaire ou il ne sera pas. Donc ça, c'est juste, voilà, je referme la parenthèse. Et l'autre chose, donc, par rapport à ce que disait Marie, donc c'est un des autres sujets sur lesquels j'ai commencé à travailler.
peut-être vous avez vu sur la page de Jean-Claude Gross le débat qui s'est engagé suite à la parution de la lettre de Mathias Langhoff et du texte de Jean Benedetti. Donc, il y a des choses très intéressantes. Et en même temps, moi, j'ai publié un petit commentaire en disant, oui, tout ça est très bien, mais ça passe complètement à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est avant de savoir à quelle sauce vont être mangés les intermittents, comment les théâtres vont réouvrir, etc. C'est quoi aujourd'hui la relation entre art et société? Entre art, culture et société. Et tant qu'on ne pose pas ces questions-là, bon, s'il s'agit de refaire les états généraux de la culture, comme Ralit a pu les faire à une époque, c'était très bien, c'était un contexte particulier. Mais aujourd'hui, c'est plus ça le contexte. Donc, ce que tu dis, Larbi, voilà, le 12 mai à Saint-Lô, c'est un événement culturel, et pas que, évidemment. Mais comment, moi j'essaie depuis longtemps, quoi, mais je crois que c'est désespéré, de houspiller les directeurs, directrices de CDN, de CCN, de scène nationale. Voilà. Et là, je vois, donc j'ai commencé un petit peu une enquête pour voir que font les théâtres institués pendant qu'ils sont fermés. Bon, alors il y en a quelques-uns, voir ce que j'ai publié sur la scène nationale de Chalon-sur-Saône, où là, ils ont réquisitionné l'atelier de couture pour faire des masques. Bon, très bien. Mais la plupart des théâtres, 95% d'entre eux, des centres d'art, etc., continuent à faire de la programmation comme avant, mais différemment. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent plus accueillir le spectateur, ils font des captations qui sont diffusées en vidéo, etc. Ils ne se posent pas la question, quoi. Il y a pas, encore une fois, il n'y a aucune pensée. Et je crois que cette question-là, elle est absolument essentielle, parce que comment on peut pas, j'aime pas cette expression, jamais aimer ça, réenchanter le monde, ça veut rien dire. Simplement comment le poétiser, comme tu disais, Harvey, comment le philosopher, c'est-à-dire comment et là aussi comment établir non pas des liens, encore une fois j'aime pas ce mot, mais des relations entre des mondes qui s'ignorent alors que ils ont tout pour se rencontrer. J'ai une anecdote pour finir qui est tirée du livre de mémoire de Pablo Neruda, j'avoue que j'ai vécu, où il raconte qu'un soir il est dans un bar je crois que c'est à Valparaiso, et puis il descend aux toilettes, et en sortant des toilettes, il y a trois voyous avec un couteau pour lui prendre son portefeuille. Et donc Neruda tend son portefeuille, il ouvre pour prendre juste l'argent, etc. Puis il voit et vous êtes Pablo Neruda? Et Neruda dit ben oui. Et là, pardon, respect, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est comment, alors ça, en Amérique latine, c'est très vrai, quoi, l'importance, la place de la poésie, mais comment, c'est des mondes qui s'ignorent, qui peuvent même se défier au couteau. En fait, ils sont faits pour se rencontrer. Et tant que les lieux, les bunkers de la culture institutionnelle restent dans l'entre-soi de leur tambouille interne, on n'en sortira pas. Donc, reposer la question de la place, c'est quoi la place de l'art dans la culture, dans la société? Qu'est-ce qui justifie que ces secteurs-là soient subventionnés, par exemple? Ça ne va pas de soi. Donc, pourquoi c'est important? Pas parce que Philippe Ken a un nombril plus gros que Olivier Py ou Jérôme Bel, on s'en fout. Donc voilà, je mets cette question comme ça, un peu à l'établi, quoi, aussi. Il faut s'occuper des herbes sauvages, plutôt que de s'occuper des herbes courantes, enfin des fleurs courantes qu'on achète dans les pépinières. S'occuper de ceux dont on ne s'occupe pas d'habitude. Moi, je suis d'accord avec Larbi. Enfin, tu vois, aller vers… oui, il n'en reste pas moins, si on a le souci du public, du bien commun, que de la même manière qu'on dit mais pourquoi l'État va mettre 30 milliards pour sauver Air France plutôt que de permettre la multiplication de petits jardins partagés, autogérés, etc. Voilà, c'est de l'argent public, c'est nos impôts, c'est l'argent, c'est ce qui nous relie. Donc, ok, si on questionne ça, alors on doit aussi questionner pourquoi l'État met autant d'argent public dans tu vois, ce réseau de scène nationale et que
si tu as envie de faire cet événement dans un milieu rural où il n'y a rien, eh ben, tu auras 3 fois rien. Parce que c'est pas, pour moi, c'est la même problématique. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dire, on s'en occupe pas. On va de toute façon se débrouiller à faire des choses sans eux, puisqu'on n'y a pas accès, ils ne veulent pas de nous. Mais en même temps, l'argent, comment il est distribué, l'argent? Comment on s'attaque à ça? Eh ben, en pensant à un autre modèle. En pensant à un autre modèle. On peut massifier la culture, l'accès à la culture. Voilà. Ah. Comme on dit au ministère de la Culture, il s'agit de questions de mission. Et la mission de service public, depuis ces 25 dernières années, elle est inepte. Voilà. On y reviendra forcément dans nos discussions et dans nos futures rencontres, mais c'est moi ce qui m'a frappé pendant mes 17 ans d'exercice de direction de projets culturels, c'est cette question de la mission qui est dévoyée. Mais oui, et en plus, il va falloir changer certains termes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus affreux que la notion de, pour remplir ces missions au noble sens du terme, de cahier des charges. Absolument. Là, ça devient une charge. Alors du coup, pourquoi Absolument. je me suis énervé ce matin contre Philippe Ken, c'est que Oui. Philippe Ken, alors, il se fâche avec le maire communiste de Nanterre parce que le maire communiste de Nanterre a l'outrecuidance de demander aux plus importants théâtres dans la banlieue de faire un travail de relation avec le territoire et avec les associations. Et Philippe Ken, il trouve ça intolérable. Attends, Jean-Marc, j'ai pas entendu demander quoi, ben, ça a coupé là. Le maire Philippe Ken de Nanterre demande au théâtre des Harmonies de Nanterre, qui est le plus gros théâtre national, centre dramatique national, dans la banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Nanterre, demande à ce théâtre de faire un travail, un chemin avec le territoire et avec les associations. Et Philippe Ken, il trouve ça intolérable. D'accord. Pourquoi il reçoit de l'argent alors? Est-ce que c'est pour monter l'ego de tel ou tel artiste? On s'en fout. Ce qui est totalement contradictoire avec la feuille de route, pardon, pas le cahier des charges, mais la feuille de route d'un centre dramatique national. Hein. C'est-à-dire le travail sur les territoires, c'est absolument essentiel dans les constituantes même de ces maisons. Oui. Mais là, on revient au fameux truc, si tu veux, de l'anthropocène de Bruno Latour, par opposition au capitalocène, etc., etc., ou à tout ce qu'on veut des scènes, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, tu vois. C'est-à-dire, il y a un monopole de la pensée, de cette idéologie qui est à Sciences Po, d'ailleurs, tu vois, qui émane de Sciences Po. Absolument. Et voilà, Absolument. donc on se comprend. Tout à fait. Et c'est ça le truc dont on parle de Philippe Ken. Et puis en la matière, il y a un beau boulot, tu vois, mais en la matière, donc là, on rejoint la question du politique que posait tout à l'heure Jean-Charles. Il y a un manque mais total d'autorité de la part de l'État. C'est-à-dire que l'État signe ou demande comme tu dis, feuilles de route, missions, etc., dont ensuite il se contrefiche éperdument. Absolument. C'est-à-dire qu'un centre dramatique, par exemple, qui a fait ce travail-là d'une façon assez intéressante et assez remarquable, la Comédie de Valence, avec un dispositif qui s'appelle la comédie itinérante, où absolument. Ils produisent certains spectacles qui vont jouer dans des foyers ruraux, dans des villages de 100 habitants, etc. Mais, donc ça fait partie de la feuille de route, effectivement. Mais à l'arrivée, le ministère vraiment tout ce qu'ils regardent, parce que les statistiques et les algorithmes ont pris la place du cerveau. Donc, bien sûr. Quand on dit le terme évaluation, dans évaluation, il y a valeur. Et comme dit, je ne sais plus qui, c'est quoi la valeur de la valeur? Donc, le ministère de la Culture, aujourd'hui, ne regarde que les taux de remplissage. Et si tu fais des trucs gratuits, ou etc., qui font pourtant partie des missions, etc., non, ça ne les intéresse pas. Et il y a eu une belle évolution de ça, c'est que les collectivités territoriales aujourd'hui sont en modélisation pure de ce que le ministère de la Culture a produit en termes de méthode d'évaluation, c'est-à-dire un truc absolument mortifère. C'est absolument mortifère. C'est-à-dire que tout le travail, par exemple, tout le travail, et là je rejoins totalement l'Arbi, dans cette importance de l'éducation populaire, c'est que quand nous autres, les structures qui étions missionnées, nous emparions des questions d'éducation populaire, on nous disait que ce n'était pas notre place.
Et par exemple, quand on travaillait dans un quartier comme celui dans lequel je travaillais à un moment donné, qui est le quartier de Haute-Pierre, et qu'on s'adressait effectivement à des écoles maternelles, des écoles primaires, etc., dans l'objectif de faire de l'éducation populaire, on se faisait recadrer en disant « ça n'est pas votre enjeu ». Alors que si, précisément, c'est l'enjeu. Précisément, c'est le b.a.-ba de l'enjeu. C'est-à-dire c'est le démarrage de ce qui peut ensuite s'agréger avec d'autres associations et d'autres dynamiques. Et la question, c'est qu'on n'associe plus, on dissocie les choses. Une scène nationale, elle est dissociée du reste du monde. Et ça, c'est impossible. Si on ne travaille pas ensemble, si on ne raisonne pas ensemble, raisonner, c'est faire de la résonance. Et puis, raisonner, c'est aussi penser ensemble. Enfin, voilà. Oui. Moi, je pense un peu comme toi, comme iPad RJCH, je vois pas. Pardon, oui. Mais je me dis que j'ai cité une phrase d'un monsieur que j'aimais bien, un artiste peintre, qui disait « On a fait un ministère de la culture ». Le savoir et l'amour, c'est les deux choses les plus importantes pour les humains. Faire un ministère de la culture et du savoir, bientôt on aura un ministère de l'amour. On passe par là, c'est-à-dire que l'État veut s'occuper de nos pensées, veut s'occuper de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, et nous pousser même à avoir honte quand on ressent du beau. Le beau, le bon, le bien, comme disait aussi cet ami. La plupart des gens ont honte de penser. Ils sont gênés, par pudeur, de penser beau, bon et bien. Et c'est une réussite de nos gouvernants. Pour moi, ça n'est pas un échec, le ministère de la Culture. C'est une réussite. Ça a permis de déculturer la majorité de la population. Et c'est à nous, en éducateurs populaires, de jouer le jeu inverse. Voilà. Oui, c'est ça, O.J. Schriemaker, l'art contre la culture. Oui. Alors, chers amis, je vous propose que j'entends les marmites qui m'appellent. Excusez-moi, chez moi on tape au marteau, c'est pour ça que j'ai changé de coin. Donc, je vous propose peut-être de clore ce premier comité de rédaction qui nous a conduit de Strasbourg à Seine-Monestier, de la Manche à pas loin d'Angoulême, de Montreuil au sud de l'Aisne, donc. Et voilà. Donc, à continuer par mail, je pense dès cet après-midi ou demain matin, je ferai un petit. Très bien. Petit compte rendu, et puis merci pour la participation, pour la qualité d'écoute et de parole. Je ne sais pas comment ça sera quand on aura payé 65 € et qu'on sera 300, mais bon. Voilà, et bonne journée à tout le monde. À la prochaine. À bientôt. Merci Jean-Marc, merci tout le monde. Merci à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao. Merci, oui. À bientôt. À bientôt.